Actuellement, 4 petites planètes de type terrestre gravitent autour d'un des systèmes stellaires les plus proches de nous. On parle ici du deuxième plus proche. Ces petits mondes rocheux ont chacun une masse d'environ 20 à 30% de celle de la Terre. Donc pas tout à fait une Terre version 2.0, mais néanmoins assez solide. Est-ce que l'un d'eux deviendra notre nouvelle maison un jour? Eh bien, ils sont tous assez proches, donc les humains du futur pourraient en fait les visiter un jour, pas l'année prochaine ni rien, mais nous pourrions potentiellement y envoyer des missions. Ne vous attendez pas à des voisins extraterrestres, cependant. Ces planètes ne sont probablement pas habitables. Du moins, pas par quelque chose que nous reconnaîtrions. Jetons un coup d'œil à eux. Les planètes s'appellent Barnard B, C, D et E. Comme c'est créatif, n'est-ce pas? La plus proche a une masse de 26% de celle de la Terre. La deuxième est un peu plus grande, avec une masse de 30% de celle de la Terre. La troisième a 4% de masse en plus par rapport à la précédente. Et la plus éloignée est... Non, ce n'est pas la plus grande. En réalité, c'est juste un bébé, avec une masse de 19% de celle de la Terre. Toutes les planètes sont probablement rocheuses, comme les planètes internes de notre système solaire. Elles orbitent très près de leur étoile. C'est la raison pour laquelle elles ne prennent que quelques jours, moins d'une semaine, pour faire un tour complet. Alors, qu'en est-il de cette étoile autour de laquelle ces petits gars tournent? Elle s'appelle l'étoile de Barnard. Les astronomes ont toujours eu l'intuition qu'il pourrait y avoir au moins une planète en orbite autour d'elle. Tout d'abord, cette étoile est super proche, en termes cosmiques, bien sûr. Seul le trio d'Alpha Centauri est plus près de nous. L'étoile de Barnard se trouve à un peu moins de 6 années-lumière, ce qui est essentiellement à côté. En même temps, elle n'est pas comme notre Soleil. L'étoile de Barnard est une naine rouge, le type d'étoile le plus commun qui existe. Elle n'a qu'environ 1/6 de la masse du Soleil. Mais les naines rouges sont une mine d'or pour apprendre sur les planètes hors de notre système. Et étudier l'étoile de Barnard peut aider les scientifiques à comprendre à quoi ressemblent les planètes autour d'étoiles solitaires, comme notre Soleil ou cette naine rouge. Ou quel type d'environnement ces planètes pourraient avoir. Et surtout, nous pourrions enfin trouver la réponse à cette question super importante. L'un de ces endroits pourrait-il réellement abriter la vie? Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé qu'il pourrait y avoir une grande géante gazeuse semblable à Jupiter qui se trouvait près de l'étoile de Barnard. Tout cela parce que l'étoile a une petite oscillation. Il semble qu'elle se déplace vers et loin de la Terre avec le temps, donc quelque chose pourrait l'attirer. Il est intéressant de noter que ce n'était pas une planète géante qui exerçait cette attraction. Selon une étude de mars 2025, il s'agit en fait de 4 petites planètes rocheuses, chacune ayant environ 4 fois la masse de Mercure. Un jour, elles se sont alliées et ont commencé à exercer une traction ensemble sur l'étoile. Ces planètes sont incroyablement proches de leur étoile, si proches qu'elles peuvent en faire le tour en seulement quelques jours. Malheureusement, à cause de cela, elles pourraient être beaucoup trop chaudes pour héberger quelque chose comme la vie. De plus, puisque ces 4 semblent expliquer tous les mouvements de l'étoile, les chercheurs pensent qu'il n'y a probablement rien d'autre en orbite dans la zone habitable. Donc, il n'y a pas de Terre 2.0 en orbite autour de l'étoile de Barnard. Pourtant, c'est une découverte impressionnante, surtout sachant que cette étoile est fondamentalement notre voisine cosmique. De plus, le système ne restera peut-être pas hors de portée éternellement. Avec des moteurs à fusion nucléaire ou des voiles solaires, des systèmes de propulsion futuristes qui pourraient rendre le voyage bien plus rapide, nous pourrions probablement y aller un jour. Et alors, nous découvrirons enfin si ces mondes sont vraiment sans vie, et peut-être même les coloniserons-nous. Maintenant, voyons comment les scientifiques ont découvert les planètes cachées de l'étoile. Habituellement, les astronomes repèrent les exoplanètes lorsqu'ils les voient traverser devant leurs étoiles et bloquer ainsi une partie de la lumière. Mais l'étoile de Barnard est délicate car, de notre point de vue, c'est comme si nous regardions le système d'en haut, donc ces planètes ne bloquent pas la lumière de la manière habituelle. C'est pourquoi ils l'appellent le grand cachalot blanc de la chasse aux planètes. Pour contourner cela, les chercheurs ont utilisé un instrument ultra-sensible appelé Maroon X, attaché au télescope Gemini North sur le volcan Mauna Kea à Hawaï. Sur 112 nuits réparties sur 3 ans, le télescope a détecté de minuscules changements dans le mouvement de l'étoile. Ces déplacements ont permis aux scientifiques de déterminer combien de planètes doivent tirer sur l'étoile, ainsi que d'estimer leur taille. Au début, ils ont trouvé 3 planètes. Mais ensuite, ils ont utilisé un autre appareil, délicieusement appelé Espresso.
est situé au Very Large Telescope au Chili. Et ce n'est qu'après une dose de cet espresso qu'ils ont découvert une quatrième planète. En combinant les données des deux instruments, ils ont pu dire, plus ou moins avec confiance, que leur découverte était solide, pas seulement des anomalies aléatoires dans les données. Bien que les naines rouges comme l'étoile de Barnard soient le type d'étoile le plus courant dans l'univers, la plupart sont beaucoup trop éloignées pour que nous puissions facilement observer des planètes autour d'elles. Ces nouvelles découvertes suggèrent que de petites planètes rocheuses pourraient être assez courantes autour de ces étoiles. Et c'est énorme pour les découvertes futures. Maintenant, découvrir de nouvelles exoplanètes, c'est vraiment génial. Mais ce pourrait être encore plus excitant de s'attarder sur leur naissance et leur évolution. Et une étude récente a fait la découverte la plus plaisante qui soit. Des exoplanètes nouvellement nées pourraient en fait ressembler à des Smarties, ce bonbon britannique populaire, plutôt qu'à des sphères. Nous avons toujours un peu supposé que les jeunes planètes naissaient en forme de boule. Mais elles pourraient être des sphéroïdes oblongs à la place. Une équipe de scientifiques de l'université du centre du Lancashire en Angleterre a utilisé des simulations informatiques pour construire un modèle de la formation des planètes dans les disques de gaz dense entourant de jeunes étoiles. Ensuite, ils ont comparé ces modèles avec des observations réelles et ont remarqué que les jeunes planètes prenaient des formes assez inhabituelles. Le problème est que même si près de 6000 exoplanètes ont été découvertes jusqu'à présent, les astronomes ne comprennent toujours pas clairement la succession des événements marquant leur naissance et leur évolution précoce. Mais cette nouvelle recherche pourrait enfin éclaircir ce processus. Ainsi, les astronomes ont examiné les mécanismes de formation des planètes géantes gazeuses comme Jupiter et sont parvenus à la conclusion que les planètes se construisent à partir de leur centre. Par la suite, les chercheurs se sont concentrés sur les formes initiales de ces planètes. Ils étaient également intéressés par la façon dont ils pouvaient favoriser la croissance de ces graines planétaires. Comment pourraient-elles se transformer en de telles planètes massives, certaines d'entre elles étant plus grandes que les plus grands géants de notre système solaire? Selon la théorie standard de la formation des planètes, une telle croissance se produit de manière progressive et douce. Tout d'abord, les particules de poussière commencent à s'agglutiner, se transformant en objets de plus en plus grands. Ce processus dure très longtemps et est connu sous le nom de accrétion de noyaux. C'est le modèle de formation planétaire que les scientifiques privilégient. Il existe une autre théorie selon laquelle la naissance des planètes pourrait se produire sur des périodes plus courtes. Cette idée implique un disque protoplanétaire, un disque de gaz qui constitue 99% de sa masse, et de poussière, environ 1%. Ce disque orbite autour d'une étoile nouvellement formée, et hypothétiquement, les planètes pourraient se former à partir de ce nuage. Les disques protoplanétaires sont probablement des sous-produits courants de la formation stellaire. Ils peuvent aller de 0,001 à 0,3 masses solaires. À l'intérieur de ces disques, la matière se déplace lentement vers l'intérieur et les particules de poussière grossissent jusqu'à atteindre la taille de galets. À un certain moment, après 2 à 3 millions d'années, un disque protoplanétaire géant en rotation se brise en morceaux, et c'est ainsi que naissent les bébés planètes. Cette théorie est connue sous le nom de modèle de instabilité de disque. Quant au modèle élaboré par l'équipe, il semble soutenir cette deuxième théorie, moins favorisée, la formation rapide des planètes par instabilité du disque. Tout cela parce que cette théorie explique comment de grandes planètes peuvent se former relativement rapidement à des distances assez importantes de leurs étoiles hôtes. Quant à l'étrange forme aplatie de ces planètes nouvellement formées, cela pourrait être dû aux matériaux qui tombent sur elles. Très probablement, ils se dirigent principalement vers les pôles des nouvelles planètes. L'une des principales conclusions de la recherche est que l'apparence des jeunes exoplanètes, telles que nous les voyons depuis la Terre, peut varier en fonction de leur angle. Si la Terre est dirigée de face vers une exoplanète, il semblera que cette dernière est une forme sphérique traditionnelle. Mais si elle est vue de côté, une jeune exoplanète ressemblera à une vraie Smartie. L'équipe va continuer à enquêter sur la formation des planètes avec l'aide d'un modèle informatique amélioré. Il croit pouvoir découvrir le rôle que joue l'environnement autour d'une jeune planète dans l'affectation de sa forme et de sa formation. Lève les yeux lorsque le ciel est clair la nuit. Tu y verras des milliers de petits points lumineux. Tu auras l'impression qu'ils sont stables et immobiles. Mais en réalité, ils sont constamment en mouvement. Dans 100 000 ans, les constellations n'auront plus le même aspect ou la même configuration que nous leur connaissons aujourd'hui.
Et pense à toutes ces naines rouges, petites étoiles, planètes, corps spatiaux que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Les étoiles de type naine rouge sont particulièrement cool. Elles font généralement la moitié de la taille de notre Soleil et sont 10 fois moins lumineuses. Elles ne sont peut-être pas les objets les plus brillants dans le ciel, mais elles vivent pendant très longtemps. Les réactions de fusion nucléaire se produisent dans les profondeurs du noyau des étoiles. C'est ce qui les fait briller. Les grandes étoiles libèrent d'énormes quantités d'énergie en consumant leur combustible stellaire. Mais ces étoiles ont tendance à brûler tout leur combustible en seulement quelques millions d'années. Les étoiles, comme notre Soleil, vivent généralement pendant environ 10 milliards d'années, mais les naines rouges n'utilisent pas autant de carburant. Leur lumière n'est pas aussi puissante et elles n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie pour assurer leur existence. Elles sont comme des voitures à faible consommation d'énergie. C'est pourquoi elles peuvent durer des centaines de milliards d'années. Certaines des plus petites peuvent vivre jusqu'à 10 000 milliards d'années. L'essentiel de l'hydrogène des étoiles similaires au Soleil n'est pas consommé. Il y a davantage de ce gaz dans l'atmosphère que dans le noyau de ces étoiles. Cela signifie que l'hydrogène ne participe pas de manière significative aux réactions de fusion. Mais c'est différent avec les naines rouges. Elles font circuler du plasma dans tout leur corps. Ces étoiles tirent des réserves d'hydrogène de leur couche extérieure vers leur noyau. C'est ce qui permet au processus de fusion de continuer. Un jour, dans un avenir lointain, les étoiles comme notre Soleil seront à court de combustible et s'éteindront. L'univers sera rempli de petites naines rouges. Elles n'auront plus assez d'énergie pour briller et éclairer l'espace qui les entoure. Nos descendants, s'il y en a, hériteront d'un cosmos sombre et obscur. En vieillissant, le Soleil atteindra une taille telle qu'il détruira les planètes de son voisinage. D'abord Mercure, puis Vénus et enfin nous. Il est possible que la Terre survive, mais à peine et pas pour très longtemps. Le Soleil la réduira en cendres en se rapprochant d'elle. Les planètes extérieures de notre système solaire survivront pour leur part, mais elles s'éloigneront encore plus loin dans l'espace. Le Soleil perdra une partie de sa masse à mesure qu'il augmentera en taille. Sa force gravitationnelle détermine les orbites des planètes. Lorsque notre étoile deviendra moins massive, l'attraction de sa gravité sera plus faible et les planètes extérieures le seront plus aussi, fortement liées au Soleil. Notre système solaire n'est pas isolé, il y a beaucoup d'autres étoiles dans notre galaxie. D'ici 30 milliards d'années, les étoiles qui voyagent à proximité perturberont suffisamment nos planètes extérieures pour que certaines des plus grosses d'entre elles soient rapidement projetées hors de notre système solaire. La toute dernière planète restera dans les parages un peu plus longtemps, peut-être même 100 milliards d'années, mais même celle-là finira par être expulsée du système solaire. Selon une théorie, l'eau de notre planète proviendrait en grande partie de météorites et de comètes chargées de glace, des boules de glace et de poussière gelée. En s'écrasant sur la Terre, des premiers temps, elles auront probablement apporté de l'eau nécessaire au développement de la vie. Mais ces mêmes objets qui ont pu créer la vie sur notre planète pourraient aussi causer sa fin. Il ne s'agit pas de savoir si cela arrivera, mais plutôt de savoir quand. Et les scientifiques pensent qu'il est très probable qu'un astéroïde ou une comète de taille suffisante pour anéantir la vie sur Terre s'écrase un jour sur notre planète. Mais cela se produira dans un avenir lointain. Et heureusement, nous disposons de la technologie nécessaire pour prédire de telles choses et réagir à temps. Mais il y a d'autres collisions cosmiques que nous ne pouvons pas éviter, quoi que nous fassions. Andromède, notre galaxie voisine, se déplace vers le système solaire à une vitesse de 110 km par seconde. Il y a 2,5 millions d'années-lumière entre la Voie lactée et Andromède. Heureusement, notre voisine ne franchira pas cette distance de sitôt. Cela ne se produira que dans environ 4 milliards d'années. Une telle collision entre deux galaxies pourrait entraîner une véritable catastrophe pour nos descendants, si quelqu'un vit encore sur Terre, bien sûr. Les deux galaxies glisseront l'une devant l'autre, puis elles s'éloigneront jusqu'à ce que la force gravitationnelle commence à les rapprocher à nouveau. En fusionnant, elles perdront toutes deux leur structure en forme de disque et prendront l'aspect d'une grande galaxie elliptique. Cette galaxie a déjà reçu le surnom de Milkomeda. La Voie lactée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existera plus. L'espace est en mouvement constant, il change tout le temps. Les scientifiques ont imaginé plusieurs scénarios de ce qui pourrait arriver à l'univers dans le futur. Numéro 1, la grande déchirure. Selon cette théorie, l'univers va s'étendre à l'infini. À un moment donné, l'attraction due à son expansion deviendra plus forte que la force gravitationnelle qui assure son unité. Si cela se produit, cela déchirera les galaxies, les étoiles, les trous noirs et tous les autres corps spatiaux, y compris la Terre. L'univers se transformera alors en un ensemble de particules déconnectées.
Jusqu'à il y a environ 5 milliards d'années, l'univers était en expansion lente à cause de sa puissante attraction gravitationnelle. Puis sa croissance est accélérée. Certains experts disent que cela s'est produit en raison des effets de l'énergie noire. L'énergie noire est la force mystérieuse qui constitue près de 70% de notre univers. Cette force le pousse à s'étendre plus rapidement au lieu de le ralentir. Donc, dans le cas du scénario de la grande déchirure, l'énergie noire l'emportera sur la gravité au point de pouvoir déchirer des atomes individuels. Scénario numéro 2, l'effondrement terminal. Il est possible que l'univers arrive à un point où il cessera de s'étendre. La gravité deviendra une force dominante. Elle pourrait même inverser l'expansion de l'univers. Alors le cosmos commencera à rétrécir, faisant entrer en collision des planètes, des étoiles et même des galaxies entières. À la fin, l'univers entier s'effondrera sur lui-même. Une fois que tout sera comprimé en un point infiniment petit, ce qu'on appelle en anglais le Big Crunch, l'univers pourra recommencer à s'étendre. Théorie numéro 3, la mort thermique. Brrr. Dans ce scénario, l'entropie augmentera jusqu'à ce qu'elle atteigne sa valeur maximale. L'entropie est en gros l'idée selon laquelle tout dans l'univers finit un jour ou l'autre par sombrer dans le désordre. Une fois que l'entropie aura atteint son maximum, la chaleur du système sera répartie uniformément. L'univers disparaîtra alors, car il n'y aura plus de place pour que la chaleur existe. Tout mouvement mécanique à l'extérieur de l'univers s'arrêtera. Le cosmos sera si vide et le gaz sera si rare qu'aucune nouvelle étoile ne pourra plus se former ni briller. Dans un tel cosmos, le temps ne sera qu'un vide sans fin. Cela signera la fin des planètes, des étoiles et des êtres vivants. L'univers entier sera gelé, sombre et immobile, car il n'y aura pas d'énergie permettant que les choses se remettent à fonctionner. Plusieurs milliards d'années après que les dernières étoiles se soient consumées et aient disparu, les trous noirs enverront un message indiquant que l'univers est arrivé à sa fin. Les trous noirs sont des zones dont l'attraction gravitationnelle est extrêmement forte, si puissante que rien ne peut y échapper. Ils peuvent être aussi massifs que 100 soleils. Quant aux trous noirs supermassifs, leur masse peut être supérieure à celle d'1 milliard de soleils. On trouve de tels trous noirs géants au centre de la plupart des galaxies. Comme tout le reste, les trous noirs connaîtront leur fin. Mais lorsque leur moment viendra, ils ne disparaîtront pas doucement dans la nuit. Les trous noirs feront leurs adieux dans d'énormes explosions de feux d'artifice, illuminant l'univers dans les derniers instants de leur existence. Ce sera la fin d'une ère entière. Les trous noirs survivent généralement en engloutissant les étoiles et le gaz qui s'approche d'eux. C'est par leur gloutonnerie qu'on les reconnaît généralement. Dans la plupart des cas, il y a un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Ce disque est constitué de tous les matériaux et particules qu'il aura déchirés et qu'il attire vers lui, comme lorsque l'eau tourbillonne dans une canalisation. À mesure que les matériaux et les particules se rapprochent, ils se déplacent de plus en plus vite. Cela génère de la chaleur, ce qui fait briller le disque d'accrétion. C'est là qu'on reconnaît qu'il s'agit d'un trou noir. Ouais, les trous noirs ne sont pas très doués pour jouer à cache-cache. Les choses qui traversent l'horizon des événements d'un trou noir, qu'on appelle aussi le point de non-retour, sont perdues à jamais. Mais selon Stephen Hawking, il serait possible d'échapper à un trou noir. Il y a des particules qui bougent même dans le vide. Disons qu'une particule a une énergie positive et une autre une énergie négative. Si elles s'approchent toutes les deux d'un trou noir, il y a une chance que l'une tombe dedans tandis que l'autre s'échappe. Cela signifie que le trou noir a éloigné cette particule et elle a emporté une partie de la masse du trou noir avec elle. C'est ainsi que le trou noir peut commencer à rétrécir. Lorsqu'il commence à s'évaporer, il perd sa masse et devient progressivement plus petit. De plus en plus de particules commencent à s'échapper jusqu'à ce que toute l'énergie restante soit évacuée d'un seul coup. Dans le dernier dixième de seconde, il y aura un flash géant d'énergie et de lumière dans une très très petite région de l'espace et ensuite, tout aura disparu. Le système solaire regorge d'objets mystérieux venus de partout. En octobre 2017, des chercheurs d'Hawaï ont découvert un étrange objet qu'ils ont baptisé Oumuamua, signifiant « un visiteur d'une terre lointaine » en hawaïen. Ou bien c'est le beuglement d'une très grosse vache. Il a suivi une orbite d'évasion, échappant littéralement à l'attraction gravitationnelle de sa planète, comme si l'on lançait une balle dans l'espace sans espoir de retour. Cela signifie que cet objet insolite provient de l'extérieur de notre système solaire. Les théories à son sujet étaient nombreuses, d'un simple astéroïde à un vaisseau spatial extraterrestre. Certains scientifiques ont même envisagé qu'il s'agisse d'un morceau de glace d'azote, provenant d'une planète similaire à Pluton. Sa forme inhabituelle n'a fait qu'ajouter au mystère.
Les variations importantes de sa courbe lumineuse laissent penser que cet objet pourrait être soit allongé, comme un tube, soit plat, comme une crêpe. Cet objet était unique en son genre. Oumuamua ne se comportait pas comme une comète, ni comme un astéroïde. Les comètes, composées de glace, développent des queues brillantes en s'approchant du Soleil, tandis que les astéroïdes, essentiellement faits de roches, n'ont pas de queue. Oumuamua n'a pas de queue et ne libère pas de gaz, mais il n'est pas non plus une simple roche. Sa surface est très brillante, presque comme du métal poli. Lorsqu'il est passé près du Soleil, sa vitesse a brusquement augmenté, comme s'il avait été propulsé par une fusée. Et ce n'est pas la gravité du Soleil qui a causé cette accélération soudaine. Les scientifiques ignorent ce qui l'a provoqué. Alors, qu'était réellement cet objet? Après des années d'études, les scientifiques estiment désormais qu'Oumuamua est probablement une comète recouverte d'hydrogène gelé. Cet hydrogène a réagi avec la lumière du Soleil, accélérant la comète et modifiant sa trajectoire. Oumuamua a probablement accumulé cet hydrogène en étant exposé pendant longtemps à des rayons cosmiques. Il a aussi acquis une jolie teinte rouge grâce à cette exposition. Cet objet était un visiteur en provenance d'un jeune système solaire chaotique, où les collisions et les migrations sont fréquentes. De tels systèmes propulsent souvent de nombreux petits objets. Il est possible qu'il ait été éjecté par une planète telle que Jupiter, dont la gravité est si intense qu'elle peut projeter d'énormes objets à travers l'espace. Ce phénomène se produit également avec les comètes que nous observons. Oumuamua a déjà quitté notre système solaire, bien que des objets similaires nous rendent visite de temps en temps, environ une fois par an. Pour en apprendre davantage sur ces mystérieux visiteurs, les astronomes prévoient d'envoyer une sonde à la poursuite d'Oumuamua. Nous utiliserons les orbites de la Terre et de Jupiter pour l'accélérer suffisamment afin de le rattraper. Toutefois, certains visiteurs ont séjourné un peu plus longtemps dans notre voisinage. En octobre 2019, le télescope spatial Hubble a capturé l'image d'une comète bleuâtre, entourée de poussière et de gaz. À ce moment-là, elle se trouvait déjà dans notre système solaire, à environ 420 millions de kilomètres de la Terre, quelque part entre Mars et Jupiter. Nous avons pu observer la poussière lumineuse qui l'entourait, mais son noyau était encore invisible en raison de sa petite taille. Cependant, petit est relatif ici. Cette comète mesure environ 1000 mètres de large, soit la longueur de 10 terrains de football. En mars 2020, les images d'Hubble ont révélé qu'un petit fragment s'était détaché du noyau, indiquant que cette comète est très active, contrairement à Oumuamua. En examinant l'objet de plus près, nous avons découvert que son noyau était un mélange de glace et de particules de poussière. Sa surface est également semblable à celle d'autres comètes, avec des zones rugueuses et des couches lisses de débris glacés et poussiéreux. Cette comète a été découverte par l'astronome amateur Gennady Vladimirovitch Borisov et a donc été baptisée comète 2I Borisov. Les scientifiques ont rapidement confirmé qu'elle provenait de l'extérieur de notre système solaire. Cette comète était comme un touriste enthousiaste. Elle se déplaçait à une vitesse vertigineuse d'environ 180 000 km/h. Une telle vitesse permettrait de faire le tour de la Terre 4 fois en 1 heure. Mais cette visite était fascinante pour bien d'autres raisons. La plupart des comètes de notre système solaire proviennent de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort. La ceinture de Kuiper est une région de l'espace au-delà de l'orbite de Neptune, semblable à un grand anneau lointain autour du Soleil et rempli de nombreux objets glacés. Tous sont des vestiges anciens de l'époque où notre système solaire était encore très jeune. Le nuage de Oort est beaucoup plus éloigné. Il forme une gigantesque bulle autour du système solaire, également remplie d'objets glacés très anciens. La plupart des comètes à longue période proviennent de là. Mais d'où nous vient la comète 2I Borisov? Nous ne le savons toujours pas avec certitude. Les scientifiques estiment qu'elle pourrait s'être formée dans un autre système stellaire, lequel pourrait être soit plus jeune, soit plus ancien que le nôtre. La NASA nous avait habitués à davantage de précision. Quoi qu'il en soit, il est possible qu'elle ait été expulsée de son système d'origine, tout comme l'a été Oumuamua. Bien que la comète 2I Borisov soit trop petite pour conserver sa propre développer une chevelure lorsqu'elle s'est rapprochée du Soleil. Le terme chevelure désigne ce magnifique nuage de gaz lumineux et de poussière qui entoure le noyau de la comète. Il se forme lorsque la chaleur du Soleil provoque la vaporisation de la glace qui s'y trouve, libérant ainsi de la poussière et du gaz dans l'espace. Cette comète était plus conviviale qu'Oumuamua et nous a permis de l'étudier davantage. Nous avons ainsi découvert des caractéristiques intéressantes, comme le fait qu'elle n'avait jamais interagi avec une autre étoile par exemple.
Malheureusement, Borisov a également dû nous fausser compagnie. Elle se trouve à présent sur une trajectoire qui la renverra dans l'espace interstellaire. Néanmoins, d'autres visiteurs nous sont en approche. Et vous avez peut-être entendu parler de celui-ci. La grande comète de 1996. C'est ainsi que nous avons surnommé la comète Hyakutake. Elle a également été nommée d'après l'astronome Yuji Hyakutake, qui l'a découverte, par une incroyable coïncidence, à la veille du Nouvel An. Le 25 mars 1996, cet objet est passé incroyablement près de la Terre. À peine 0,1 unité astronomique, soit un peu plus loin que la Lune. Il a survolé le pôle Nord, faisant de cette entrevue l'une des plus rapprochées avec une comète de ces 200 dernières années. Visible dans le monde entier, elle était très brillante et s'étendait largement dans le ciel. Et elle ne s'est pas contentée de rester visible une seule nuit. Elle est devenue de plus en plus apparente au cours du mois de mars, se classant parmi les objets les plus brillants du ciel nocturne à la fin du mois. Elle n'a complètement disparu qu'à la fin du mois de mai. C'est une comète à longue période, ce qui signifie qu'il lui faut des centaines d'années pour orbiter autour du Soleil. La dernière fois qu'elle nous a rendu visite, c'était il y a environ 17 000 ans, mais sa période orbitale a maintenant augmenté jusqu'à 70 000 ans. Mais ne vous en faites pas, d'autres comètes illumineront nos jours et nos nuits. De plus, certains objets spatiaux préfèrent s'attarder plus longtemps. Vient ensuite cet astéroïde, Kaepaoka Awela. Vous m'excuserez si j'en écorche le nom. En hawaïen, ce dernier signifie l'espiègle de Jupiter. Heureusement, les scientifiques ont eu la bonté de le surnommer BZ pour faciliter la vie de votre sympathique narrateur. C'est un petit astéroïde, d'environ 2,9 km de diamètre. Comme son nom l'indique, il partage une orbite avec Jupiter. Mais voici un détail fascinant. Cet astéroïde se déplace dans la direction opposée, ce qu'on appelle une orbite rétrograde. Cet astéroïde inhabituel a été découvert en novembre 2014. Il orbite autour du Soleil pendant environ 11 ans et 8 mois, passant parfois à l'intérieur et à l'extérieur de l'orbite de Jupiter. Il en est ainsi depuis au moins 1 million d'années, et il continuera encore ainsi pendant un autre million d'années. Mais pourquoi se déplace-t-il de façon si singulière? BZ pourrait bien être un vagabond interstellaire. Peut-être est-il passé par notre système solaire il y a environ 4 milliards et demi d'années, à l'époque où le Soleil se formait. Ensuite, il aurait été capturé par sa gravité, tout en conservant une orbite opposée. Ou peut-être provient-il du nuage de Oort. Dans ce cas, il pourrait avoir hérité son orbite étrange de la mystérieuse planète 9, un corps hypothétique dont on suspecte l'existence dans notre système solaire, bien au-delà de Neptune. Quoi qu'il en soit, cet astéroïde nous offre un aperçu précieux de l'histoire du système solaire et de la manière dont les matières organiques pourraient voyager depuis l'espace interstellaire jusqu'à nous. À tout moment, des milliers d'objets de notre système solaire proviennent de l'espace lointain. Ils y restent pendant des durées variables. Mais parfois, nous avons de la chance, et ils nous en apprennent beaucoup sur l'espace qui nous entoure. Imagine que tu sois assis chez toi, en train de boire un café et de regarder un nouvel épisode de ta série préférée. Et soudain, boum, crash, que s'est-il passé? Rien de terrible. Juste une météorite qui vient de s'écraser dans ta cuisine après avoir brisé le toit. Tu pourrais croire que cette histoire est entièrement inventée. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé dans le New Jersey pendant la pluie de météores Eta Aquarid, qui s'est passé du 19 avril au 28 mai, avec un pic les 5 et 6 mai. Le caillou spatial avait la taille d'un gros sandwich. Elle était également noire comme la nuit, et pesait près de 1,5 kg. Elle a traversé le toit et a heurté le plancher en bois, abîmant tout. Lorsque les habitants de la maison ont trouvé la pierre et l'ont touchée, elle était encore chaude. Heureusement, l'objet n'était pas radioactif, et il n'y avait personne à la maison au moment où la pierre est arrivée. Mais tu sais ce qui est le plus choquant à propos de cette météorite? Les astronomes pensent qu'elle pourrait provenir d'une boule de neige cosmique naviguant très, très loin de la Terre. Pour expliquer cela, je vais devoir t'en dire un peu plus sur l'Eta Aquarid. Cette pluie de météores est célèbre pour ses météores rapides, qui laissent de longues traînées lumineuses. Elle est produite par la comète Halley, qui termine son orbite autour du Soleil tous les 76 ans. La comète n'est pas venue près de la Terre depuis 1986 et ne reviendra pas avant 2061. Pour l'instant, elle se trouve quelque part dans la constellation de l'Hydre, à plus de 100 années-lumière de notre planète. Chaque année, la Terre doit traverser les traînées de débris laissées par les comètes. Ils entrent en collision avec notre atmosphère, se désintègrent et créent de magnifiques traînées colorées dans le ciel nocturne.
C'est ce qui se produit à chaque fois que Halley retourne dans notre système solaire. Son noyau rejette une couche de glace et de roches dans l'espace, dont une partie atteint notre planète. Les autorités du New Jersey pensent que la météorite qui s'est infiltrée dans la maison provient de cette pluie de météorites. Mais je suis sûr que tu te poses une autre question qui trouble beaucoup de gens. Quelle est la différence entre tous ces engins spatiaux? Il y en a tellement qui volent dans l'espace. Météores, météorites, astéroïdes, comètes, etc. Ok, essayons de comprendre ensemble. Un astéroïde est un corps rocheux en orbite autour du Soleil. Il n'est généralement pas très grand et assez inactif. Les comètes sont différentes. Elles sont recouvertes de glace qui s'évapore normalement à la lumière du Soleil, formant une coma. C'est ainsi que l'on appelle l'atmosphère d'une comète. Cette coma est composée de poussière et de gaz. Une comète possède également une queue composée de poussière et ou de gaz. Un météoroïde est une petite partie d'une comète ou d'un astéroïde en orbite autour du Soleil. Si ce météoroïde parvient à se faufiler dans l'atmosphère terrestre et à s'y évaporer, il s'agit d'un météore. On l'appelle souvent étoile filante. Enfin, si un météoroïde parvient à survivre à la traversée de l'atmosphère de notre planète et à atterrir à la surface de la Terre, il devient une météorite. Si tu penses que que les visiteurs de l'espace sont rares, tu te trompes. Chaque jour, notre planète est frappée par plus de 100 tonnes de particules de la taille d'un grain de sable. Environ une fois par an, un astéroïde de la taille d'une voiture entre dans l'atmosphère terrestre, se transforme en une impressionnante boule de feu et brûle, heureusement, avant d'atteindre la surface de la planète. Et tous les 2000 ans environ, un météoroïde de la taille d'un terrain de football s'abat sur la Terre, causant d'importants dégâts. Et maintenant, imagine ceci. Un astéroïde énorme, vraiment énorme, s'approche de notre planète. Personne sur Terre ne peut prédire son apparition. Personne non plus ne peut l'arrêter. C'est pourquoi l'astéroïde s'écrase bientôt sur la surface de la Terre. La force de la collision est si puissante que le voyageur de l'espace ne s'arrête pas avant d'avoir traversé la croûte terrestre sur une profondeur de plusieurs kilomètres. L'impact laisse un cratère de plus de 160 km de diamètre. Des milliers de kilomètres cubes de roches solides se transforment instantanément en vapeur. Le crash déclenche une série de catastrophes naturelles qui anéantissent 75% de la vie sur Terre. Les créatures qui étaient assez proches pour voir la collision ne survivent pas plus de quelques secondes. Plus près encore du cratère d'impact, le sol est recouvert de milliers de mètres de cendres chaudes, de gravillons et de décombres. Quelques secondes plus tard, tout ce qui se trouve à des kilomètres à la ronde s'embrase. Ce qui ne brûle pas dans les minutes qui suivent la collision connaît un sort différent, encore plus terrifiant. L'astéroïde provoque un monstrueux tsunami, le plus important jamais enregistré. Une étude récente affirme qu'il était des milliers de fois plus puissant que n'importe quelle vague jamais vue. Le tsunami a été si dévastateur qu'il a érodé les sédiments des fonds marins à l'autre bout du monde. Une équipe de scientifiques a même reconstitué les événements survenus dans les 10 premières minutes suivant l'impact. La maquette a montré que l'astéroïde avait produit des vagues jusqu'à 30 000 fois plus importantes que l'un des plus grands tsunamis jamais enregistrés, celui qui s'est produit dans l'océan Indien en 2004. Tu as probablement déjà deviné que je parle d'un événement réel, à savoir la collision d'astéroïdes qui a fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre. L'astéroïde de Chicxulub tel que nous le connaissons aujourd'hui proviendrait des confins du système solaire. Ce corps spatial mesurait au moins 9 km de diamètre. Il s'est écrasé dans les eaux peu profondes de la péninsule du Yucatan. L'impact a été si puissant qu'il a laissé sa signature sur le visage de la planète. En 2021, les chercheurs ont découvert que la collision avait creusé des méga-ondulations dans la croûte terrestre dans la région de l'actuelle Louisiane centrale. Mais de tels événements dévastateurs, lorsqu'un objet aussi grand menace les habitants de la Terre, se produisent très rarement, une fois tous les quelques millions d'années. Les roches spatiales de moins de 24 mètres brûlent généralement dans l'atmosphère de notre planète, ne causant que peu ou pas de dégâts. Si un météorite rocheux d'un diamètre supérieur à 24 mètres mais inférieur à 800 mètres venait à frapper la Terre, il causerait des dégâts locaux dans la zone d'impact. Quant à un rocher spatial d'un diamètre supérieur à 800 mètres, il aurait probablement des effets à l'échelle mondiale. Et ces corps spatiaux ne sont même pas les plus grands qui existent. À titre de comparaison, les astéroïdes qui peuplent la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter peuvent mesurer jusqu'à 933 km de diamètre. Mais tu peux respirer, ils sont trop éloignés et ne représentent aucune menace pour notre planète. Nos scientifiques en apprennent toujours plus sur les astéroïdes et les comètes dangereux.
Ils ont même créé un bureau de coordination de la défense planétaire, PDCO. Ce bureau veille à ce que les objets potentiellement dangereux soient détectés le plus tôt possible. Un objet est considéré comme potentiellement dangereux si l'on prévoit que son orbite l'amènera à moins de 8 millions de kilomètres de la Terre. Il doit également être suffisamment grand pour atteindre la surface de notre planète, plus de 30 mètres de diamètre. Il est intéressant de noter que l'impact d'une météorite n'est pas la pire chose à craindre. Certains scientifiques affirment que la chose la plus dangereuse est l'onde de choc produite par un météore qui se brise dans l'atmosphère. Par exemple, un météore, qui était à l'origine un astéroïde de la taille d'un immeuble de 6 étages, est entré dans l'atmosphère de notre planète en février 2013 et s'est brisé à 24 km au-dessus du sol. Cela a généré une onde de choc équivalente à une énorme explosion. La météorite qui s'est écrasée en Sibérie en 1908 était 10 fois plus puissante qu'un astéroïde. Elle s'est brisée en morceaux au-dessus de la rivière Tunguska en juin 1908, rasant 2000 km² de forêt. Si la météorite n'avait pas été aussi énorme, cet événement serait passé inaperçu en raison de l'éloignement de l'endroit où il s'est produit. Heureusement. C'est donc une bonne chose que 90 à 95% des météorites ne survivent pas à leur chute dans l'atmosphère de notre planète. Seules celles qui sont composées de matériaux plus résistants parviennent jusqu'ici. On pense que la plupart des météorites proviennent de comètes, qui sont beaucoup plus fragiles que les astéroïdes. Il faut également tenir compte de la vitesse d'un météore. Si un météore s'approche de la Terre plus lentement, il a plus de chances de survivre à la collision avec l'atmosphère de notre planète. Cela signifie que le météore ne brûlera pas complètement et qu'une partie de ses restes atteindra le sol. Imaginez une tempête titanesque, d'une puissance inouïe, tourbillonnant au-dessus de votre tête. Vous en seriez terrifié, si toutefois vous pouviez l'apercevoir, car ce cataclysme est invisible à l'œil nu. Il ne s'agit pas d'un ouragan ordinaire, ce phénomène se produit dans l'espace. Les ouragans spatiaux sont d'immenses tempêtes tourbillonnantes qui ne prennent pas naissance dans nos mers, mais bien dans l'ionosphère, cette zone de la haute atmosphère terrestre saturée d'énergie solaire. Leur apparence rappelle celle des cyclones traditionnels, à ceci près qu'ils se composent de plasma, un gaz hautement ionisé, et que, loin de déverser des pluies d'eau, ils libèrent des averses d'électrons. Ces gigantesques tourbillons apparaissent au-dessus des régions polaires de notre planète. On peut les imaginer comme d'énormes entonnoirs, ou des maelstroms d'énergie, s'enroulant au-dessus des pôles. Ils ne sont visibles qu'à partir de hautes altitudes, ou par l'œil scrutateur des satellites. Ils engendrent également des aurores semblables à des cyclones lumineux. Bien que proches en apparence des aurores classiques, ces manifestations célestes possèdent une particularité. Elles tournoisent durant plusieurs heures, à proximité du pôle Nord, précipitant dans la haute atmosphère un flux continu de particules chargées. Les ouragans terrestres naissent des eaux océaniques réchauffées et des zones de basse pression, trouvant leur énergie dans la rotation de la planète et la chaleur accumulée par les mers. Les ouragans spatiaux, eux, obéissent à une genèse radicalement distincte. Ils sont modelés par les champs magnétiques et non par l'eau. Lorsque le vent solaire, ce flot régulier de particules chargées émanant du Soleil, entre en interaction avec le champ magnétique terrestre selon une configuration particulière, il engendre un vaste tourbillon énergétique au cœur de l'ionosphère, lequel se met alors à tourner à la manière d'un ouragan dans l'atmosphère. Revenons à l'année 2014. C'est à ce moment-là que, pour la première fois, des chercheurs détectèrent, grâce aux données transmises par des satellites, une gigantesque tempête spatiale au-dessus de l'Arctique. Le phénomène, d'une ampleur colossale, demeurait alors mystérieux. Tout ce que l'on savait, c'est que sa base couvrait plus de 1000 km de diamètre et qu'elle arborait plusieurs bras spiralés, semblables à ceux d'un ouragan classique. Cette tempête possédait également un œil central, calme et immobile, contrastant avec les zones périphériques en rotation rapide. Certaines de ces parties atteignaient des vitesses vertigineuses, jusqu'à 7560 km/h, surpassant largement celles des ouragans terrestres. Les scientifiques purent l'observer durant 8 heures, avant qu'elle ne se désagrège progressivement. Ce n'est qu'en 2021, après analyse rétrospective des observations effectuées plusieurs années plus tôt, qu'ils purent établir qu'il s'agissait bien d'un ouragan spatial. Les ouragans spatiaux présentent des caractéristiques bien définies. Ils adoptent la forme d'un cyclone, accompagnés d'aurores massives et éclatantes pouvant durer des heures. Leur structure comporte un œil stable et paisible.
ainsi qu'un champ magnétique circulaire, engendrant d'importantes perturbations autour de lui. Les scientifiques évoquent également des pluies d'électrons dans l'ionosphère, à l'origine des aurores vives et colorées qui se déploient juste en dessous de la tempête. Mais comment ces ouragans spatiaux prennent-ils naissance? Pour en saisir le mécanisme, il convient d'évoquer d'abord les aurores classiques, telles que les aurores boréales. Le Soleil émet en permanence un flot de particules chargées, le vent solaire. Et, à certaines occasions, ce flux transporte vers la Terre d'énormes bouffées d'énergie. Heureusement, la Terre est dotée d'un champ magnétique qui agit comme un rempart, nous préservant de la majeure partie de cette radiation solaire à haute énergie. Mais lorsque les vents solaires se révèlent trop puissants, ils peuvent pénétrer dans la haute atmosphère, surtout aux abords des pôles. En heurtant le champ magnétique terrestre, les particules issues du Soleil libèrent une énergie qui illumine le ciel sous forme d'aurore. Dans une aurore ordinaire, les électrons du vent solaire excitent les molécules d'azote et d'oxygène de l'atmosphère, qui émettent alors de la lumière, créant de spectaculaires jeux colorés dans le ciel. Les ouragans spatiaux sont similaires, mais se manifestent à des latitudes plus élevées, au-dessus des zones où apparaissent habituellement les aurores. Ils engendrent un vaste tourbillon, semblable à un cyclone, dont l'aspect reste distinct. Les scientifiques poursuivent leurs recherches pour déterminer avec précision les conditions propices à la formation d'un ouragan spatial. Il apparaît néanmoins, surprenamment, que ces tempêtes se déclenchent lors de périodes de calme spatial. Cela contraste totalement avec les tempêtes géomagnétiques classiques qui exigent une activité solaire intense. Les ouragans spatiaux se forment lorsque le vent solaire est modéré et que les champs magnétiques pointent vers le nord. Ces conditions, bien que rares, se produisent parfois, donnant naissance à ces tourbillons uniques au-dessus des pôles. Lorsqu'ils observèrent un ouragan spatial au-dessus du pôle Nord, les scientifiques relevèrent des similitudes frappantes avec les ouragans terrestres. Comme ces derniers, l'ouragan spatial possède une zone centrale de calme, entourée de plasma en mouvement. Fait encore plus intrigant, le plasma de ces ouragans célestes tourne dans le sens anti-horaire, exactement comme les ouragans de l'hémisphère nord. Le cyclone spatial présente également plusieurs bras en spirale, rappelant ceux que l'on distingue sur les images satellites des ouragans terrestres. Il se forme cependant sans nécessiter les vents solaires puissants qui perturbent habituellement l'atmosphère. Au contraire, sa genèse s'opère durant des périodes de calme, tout comme un ouragan terrestre ne peut apparaître que lorsque les vents ambiants sont suffisamment modérés. Bien que situés en haute altitude, les ouragans spatiaux peuvent néanmoins influencer notre quotidien, en particulier dans les domaines liés aux communications satellites et à la navigation spatiale. Les pluies d'électrons qu'ils engendrent perturbent les signaux radio circulant dans la haute atmosphère, pouvant interférer avec les systèmes GPS, les communications radio et les radars. Cette interférence peut même affecter l'orbite des débris spatiaux, ou déchets spatiaux, déjà problématique pour les engins et satellites en orbite terrestre basse. La pluie d'électrons générée par la tempête réchauffe légèrement l'atmosphère, ce qui accroît la traînée sur les satellites et peut potentiellement modifier leur trajectoire. Par ailleurs, les ouragans spatiaux n'exercent pas sur Terre des effets aussi immédiats et catastrophiques que les ouragans terrestres. Ils ne constituent guère de menaces sérieuses pour la santé des astronautes, ni ne causent de dommages significatifs aux satellites. Cependant, les chercheurs soulignent que l'étude de ces tempêtes permet d'améliorer les prévisions pour les opérations satellitaires, notamment pour les trajectoires polaires. Il est particulièrement intéressant de noter que la découverte des ouragans spatiaux n'était pas le but initial des scientifiques. Cette trouvaille fut entièrement fortuite. Elle survint lorsque Larry Lyons, physicien de l'espace à l'UCLA, et son équipe examinaient des données satellites dans le cadre d'une autre étude. Ils y repérèrent des flux de plasma d'une intensité inhabituelle dans la calotte polaire, région où les aurores se manifestent rarement. En observant plus attentivement, ils constatèrent que le plasma ne se contentait pas de circuler. Il tourbillonnait, formant un motif circulaire avec un point auroral lumineux en son centre. Les chercheurs furent intrigués. Ils passèrent en revue plus de 300 événements distincts de tempêtes spatiales survenus au cours de 11 années. Ces phénomènes apparaissaient principalement en après-midi durant les mois d'été. Cette régularité suggéra aux scientifiques l'existence de périodes et de conditions particulières favorisant leur formation. Heureusement, grâce aux outils et techniques de recherche les plus récents, il est désormais possible d'identifier les ouragans spatiaux avec une précision accrue. Plus récemment encore, des tempêtes parallèles ont été observées près du pôle sud.
L'aspect le plus captivant de ces recherches réside dans la perspective de mieux comprendre le voisinage spatial de la Terre et les effets de l'énergie solaire sur celui-ci. Les scientifiques comme Lyons estiment que les ouragans spatiaux ne constituent peut-être pas un phénomène récent. Ils pourraient se produire depuis longtemps sans que personne ne les ait remarqués. Les physiciens du plasma spatial notent que ces tempêtes rappellent un phénomène observé auparavant, les aurores diurnes de haute latitude. Toutefois, les ouragans spatiaux sont plus lumineux et présentent des flux circulaires plus intenses, formant ainsi leurs bras caractéristiques, semblables à ceux des ouragans. Comprendre les ouragans spatiaux pourrait un jour aider les scientifiques à mieux les prévoir. Cela serait utile pour planifier des missions spatiales et renforcer la fiabilité des satellites. De plus, l'étude de ces tempêtes permettrait de dresser un tableau plus complet du comportement des aurores aux latitudes les plus élevées. Et bien que les ouragans spatiaux puissent paraître n'être qu'un objet de curiosité scientifique, ils fournissent d'importants indices sur l'interaction entre le champ magnétique terrestre, l'atmosphère et le vent solaire. Cette compréhension pourrait, en outre, faciliter la détection de tempêtes analogues sur d'autres planètes pourvues de champs magnétiques, offrant ainsi des perspectives sur les tempêtes magnétiques au-delà de notre planète.